Voilà, bon, je crois qu'on va commencer et puis n'hésitez pas à poser vos questions. Aujourd'hui, on va parler de l'insuffisance rénale. Pourquoi l'insuffisance rénale? Pourquoi un webinaire payant aussi? Je vais juste faire quelques mots là-dessus. L'insuffisance rénale, c'est quelque chose qui est relativement courant malheureusement, surtout chez le chat. Et puis, en fait, on va faire comme ça en attendant. Et puis, c'est vrai que pourquoi payant, bah, c'est quelque chose où je voulais expliquer bien aux gens, et puis aussi le faire peut-être en plus petit groupe pour que ce soit très interactif. Et puis c'est vrai que nous, avec ces temps où on a environ la moitié de l'activité, c'était aussi une source. Et puis moi, ça me faisait plaisir de vous expliquer ça de manière peut-être plus petit comité. Je vais essayer à la fin d'activer les micros si c'est des questions. On verra. Si j'arrive pas à assurer que le chat, on fera peut-être comme ça. On va voir. En tout cas, vous n'hésitez pas à poser des questions. À tout moment, j'essaie de jeter un œil dessus. Des fois, ça me fait perdre un peu mon fil, mais n'hésitez pas. Sinon, on y reviendra à la fin. Il y aura de toute façon du temps. Euh, je vois que la vidéo n'est pas très nette. Je vais peut-être juste essayer d'arranger ça. Je sais pas si c'est ma caméra là. J'espère que je vous donne pas le mal de mer. J'espère que c'est mieux. Ça semble un petit peu mieux. Voilà. Alors l'insuffisance rénale. Je pense que vous savez que ça touche énormément de chats avec l'âge. Oui, le chien peut souffrir, n'est pas à l'abri d'une insuffisance rénale, mais c'est vrai que on a la moitié à 30%, à 33% des chats, entre un tiers et deux tiers, entre un tiers et la moitié des chats qui, avec l'âge, ont une insuffisance rénale, qui peut être importante ou pas, mais c'est vrai que c'est une proportion qui est très importante. Le chien, c'est plus rare, mais ça arrive également. Les symptômes vont être semblables. L'insuffisance rénale, d'une manière générale, on fait la différence entre l'insuffisance rénale aiguë et l'insuffisance rénale chronique. L'insuffisance rénale aiguë est plus rare. Chez le chien, il y aura les cas de leptospirose, certains cas d'intoxication. Euh, Ça va pas être trop le sujet aujourd'hui. On va peut-être en parler, aborder quelques sujets, quelques points, mais c'est que c'est principalement l'insuffisance rénale chronique. L'insuffisance l'insuffisance rénale chronique, il y a, comme son nom l'indique, c'est chronique, ça va durer plus longtemps. Il y aura beaucoup plus de choses à vérifier, beaucoup plus de points que le propriétaire pourra être attentif. Les traitements aussi, ça ne se comportera pas la même chose qu'avec une insuffisance rénale aiguë. Euh, je vais. Bon, on peut commencer par ça. Ça, c'est des reins, d'accord. On a un rein malade, un rein sain. Je sais pas, la taille, hein, ça représente un très gros chien, peut-être même plus qu'un humain, je suis pas sûr, mais c'est pour vous illustrer un petit peu, d'accord? On va aller un tout petit peu dans l'anatomie, mais alors là, c'est un humain, mais concrètement, je veux juste être sûr que vous voyez mon pointeur, pointeur pour tout le monde, exactement. Euh, donc, on a les reins, d'accord? Ils se situent sous la colonne vertébrale, donc plutôt au niveau du dos. On sait que les humains, si on a des calculs rénaux, on a mal dans le dos. Donc, ça, c'est une chose. Le rein, chez le chat, chez l'homme, chez le chien, il est fait relativement la même chose, d'accord? Donc, si je prends, hop, là, mon rein, ici en rouge, est-ce que vous voyez ma flèche maintenant? Vous voyez pas la flèche. Je peux pas la mettre d'accord. Alors, c'est pas grave. Je mettrai plutôt la flèche sur la présentation. Pas de souci. Alors, ici en rouge, artère, donc c'est le sang qui arrive dans le rein, qui va diffuser dans tout le rein, il va filtrer, il va ressortir par le bleu ici. Alors, le micro coupe, attendez-moi. Voilà, j'ai coupé, remis le son comme ça.
J'espère que c'est bon, j'espère que c'est mieux, parfait. Ouais, quand je change l'écran, je vois que des fois ça bug, alors je ferai attention de couper et réteindre le son si jamais. Vous faites bien de le préciser, pas de souci. Donc je reprends. L'artère, c'est le sang oxygéné, en guillemets avec les déchets aussi, qui va rentrer dans le rein, il va se diffuser dans tout le rein, et puis il va ressortir ici en bleu par la veine. Tous les déchets, l'urine va ressortir ici par l'urètre qui va aller juste dans la vessie. Si on regarde, on voit ici des petites boucles, d'accord, avec l'artère. Ça, on va voir plus en détail sur la présentation. Si je mets la présentation, du coup, maintenant, vous voyez ma flèche. Donc, le rein, on a ces petits néphrons qu'on appelle avec le centre qui est le glomérule. Si je passe au suivant, le néphron qui va donner le sang, on a cette partie qui est finalement une passoire. Concrètement, il faut s'imaginer ça vraiment comme une passoire. Le sang arrive ici, il va être filtré par cette passoire. Donc, une passoire avec vos pattes, c'est la même chose. On a les pattes qui restent là, qui ressortent, et puis le liquide qui sort. C'est un tout petit peu schématique, les spaghettis, mais finalement, c'est relativement semblable. Qu'est-ce qu'on veut qui reste dans le sang? Ben, les cellules. Les globules rouges, les globules blancs, on n'a pas envie de les perdre. Ça n'a rien à faire dans l'urine. Ça arrive des fois qu'il y a dans l'urine, mais ça n'a rien à faire là en temps normal. D'accord? Après, on a des protéines qui sont importantes pour la coagulation, pour le transport de médicaments, par exemple, et ça doit rester dedans. D'accord? Alors, cette passoire, elle ne marche pas à 100%, 100%. Bien sûr, les, les cellules vont rester, mais des fois, cette passoire va laisser passer une partie. Et puis là, on voit, il y a l'infiltration, de la réabsorption. Donc, il y a certaines électrolytes autres qui doivent pas être trop concentrés dans l'urine, qui vont ressortir là. Et de l'autre côté, on a aussi quelque chose d'actif qui va reprendre dans le sang et le remettre ici. Parce que par exemple, le phosphore, on veut vraiment qu'il sorte. Ça va venir le remettre là. Et puis l'excrétion, le 4, eh ben, c'est au niveau de l'urine, ce qui va aller se jeter dans l'urine, dans la vessie en fin de compte. Donc c'est vrai que ici, on a vraiment une passoire. Si je reprends le petit rein, hop, le gros rein plutôt. Hop. Là, en fait, c'est le néphron où ça commence, et puis après, on voit qu'il y a tout un système qui est filtré, qui remonte, et après, ça redescend, ça va s'accumuler, l'urine ici, elle se concentre. Là, c'est de l'urine pure à ce niveau-là, et puis ça va descendre au niveau de la vessie ensuite. C'est important de comprendre ce système de passoire parce que la passoire, c'est finalement la cause de pas mal de pathologies. J'ai fait une petite expérience, après on va s'amuser. J'ai pris des tubulures avec des paillettes dedans, j'ai volé les paillettes à ma fille pour vous montrer quand la passoire ne marche pas bien, ce qui se passe. On va voir une petite démo par rapport à ça. Mais écoutez, on va faire l'expérience tout de suite. Je vais peut-être descendre là. Concrètement, mon expérience, alors je vais vous montrer ça. J'ai ma poche de Ringer, d'accord? Ça, on imagine que c'est notre sang qu'on a dans la circulation. J'ai ici une pompe à perfusion. On imagine que c'est notre cœur. Le cœur, il va faire avancer le sang, d'accord? Comme là, c'est la pompe à perfusion. Et puis, on a ici nos vaisseaux. Donc, ça sort du cœur, ça va dans les vaisseaux et ça va arriver dans le rein. Ici, c'est un rein artificiel, on est d'accord? Concrètement, ce que je veux faire, c'est qu'on a le sang qui passe, qui arrive au rein et qui ressort du rein. Je vais simuler le rein. Je vais mettre une aiguille là-dedans. Hop.
Donc, l'aiguille que j'ai là, elle va servir de passoire, entre guillemets. Quand on a un peu trop de pression, au bout, le liquide, il va ressortir là. Et on va regarder avec une petite aiguille si on a beaucoup ou peu de paillettes qui sortent. Je vais essayer de mettre assez près. Il faut juste que je ferme le bout, sinon ça va pas marcher. Pardon, j'ai pris le mauvais. Moi, je vais le serrer comme ça, c'est pas un souci. Maintenant, hop, j'enclenche la pompe de manière assez forte. Ah oui, vous me faites bien de dire que vous voyez rien parce que je vais mettre en beaucoup plus grand. Voilà. Merci, Regina, pour la remarque. Alors, je crois qu'il n'aime pas quand il y a des paillettes. Alors, je vais juste faire légèrement différemment. Hop, voilà. J'y arrive, j'y arrive. Est-ce que vous voyez? Je pense. À voir comme ça devrait aller. Hop, je débloque là. Ici, j'ouvre. Si ça veut bien, voilà. Là, on voit que ça commence à couler, d'accord? Alors, il y a encore une petite bulle d'air, voilà. Je vais quand même mettre ça en bas pour pas tricher. Et puis, on va fermer là. Il n'y a quasiment pas de liquide qui sort. Alors là, effectivement, c'est un peu triché. Je vais ouvrir à fond. Et puis, on va voir qu'il y a un petit peu de liquide. Là, on commence à avoir des paillettes. Je sais, ça va arriver. Ça goutte. Donc, on voit que c'est pas très rapide. Oh, alors là, il y a une grosse goutte parce qu'il y a une petite bulle d'air. Et puis, ça commence à goûter. On a un petit peu de paillettes. Ça, entre guillemets, je dis entre guillemets, c'est un rein normal, d'accord? Mais on a un petit peu. Je vais juste vous montrer bien sur la compresse. Lui, je vais lui demander de se taire. Voilà. Si vous regardez sur la compresse, maintenant, oui. On a un petit peu de paillettes, d'accord? Maintenant, ma passoire, je lui fais mal. Je mets une aiguille bien plus grosse. Et qu'est-ce qui va se passer? Je retourne la compresse. Vous l'aurez deviné. Hop, hop. Alors, vous voyez pas trop mal là. Voilà. On va ouvrir. Hop. Maintenant, ça coule beaucoup plus. Alors là, c'est vraiment beaucoup plus. J'ai mis une aiguille un peu trop grosse, j'ai un petit peu triché, je vous l'accorde. Mais on aura une bonne partie des paillettes qui vont se retrouver sécrétées. D'accord? Là, ok, vous avez compris le principe. J'ai exagéré. Mais si je regarde là, on a beaucoup de paillettes, contrairement à avant où on avait un tout petit peu de paillettes. C'est ça le principe. Donc, quand on a à ce niveau-là, notre passoire dans les reins qui est endommagé, eh ben, on va perdre tout ce qui va avec, beaucoup plus de protéines, des problèmes d'électrolytes, et ça, c'est quelque chose de concret qu'on va voir. Et puis, on va voir aussi avec des médicaments comment on peut agir au niveau avant, après, au niveau de la passoire, au niveau des pertes de protéines, par exemple. J'espère que cette petite expérience vous aura plu, mais concrètement, c'est ça qui se passe dans les reins quand on a une insuffisance rénale. Et en fait, ces paillettes, ces protéines qu'on peut perdre, ça va endommager plus ça va endommager plus le rein. Donc ça, c'est ça qui est important de réussir à réguler. Donc, là, on a notre passoire au niveau du glomérule du néphron. Maintenant, quelles sont les origines des insuffisances rénales? Alors, il y a certaines races, hein, par exemple les persans l'ont plus facilement, les charpés l'ont plus. C'est vrai qu'il y a des prédispositions génétiques.
Il y a des prédispositions avec l'âge. Oui, le chat de 15 ans a beaucoup plus de chances de l'avoir que le chat de 5 ans, ça c'est sûr. Il y a certaines maladies, comme par exemple l'hyperthyroïde ou les hypertensions, qui vont endommager le rein. Un chat qui a une hyperthyroïde, la glande de la thyroïde qui fonctionne trop, va faire une hypertension, ce qui va endommager le rein. Il y a des chats qui ont de l'hypertension primaire, dans le sens que sans autre cause derrière, ça va endommager le rein aussi. Donc ça, c'est vrai qu'on peut avoir d'autres causes métaboliques. Il y a certaines toxines. On a discuté, ceux qui ont suivi le cours des intoxications la semaine passée, il y a les toxines, par exemple, le lys chez le chat, qui va endommager le rein de manière très importante. Dans ce cas-là, ça fait une insuffisance rénale aiguë, mais il peut rester des dommages importants qui vont contribuer à une insuffisance rénale chronique à la longue. Chez le chien, on pense à l'éthylglycol, donc cet antigel. On peut penser aussi aux infections. Il y a la leishmaniose, ça va augmenter les protéines dans le sang qui vont être aussi faire des dommages aux reins. Typiquement, la leptospirose va faire une insuffisance rénale aiguë, et un chien qui a une insuffisance rénale aiguë aura plus de chances de développer une insuffisance rénale chronique à la longue. L'hémolyse, la destruction des globules rouges, ça aussi, ça peut endommager les reins. Il faut qu'on les perfuse bien pour limiter les dommages. Il y a aussi le coup de chaleur qui peut faire une destruction des muscles. Et puis, on a à ce moment-là aussi une substance dans le sang qui peut aller endommager les reins. Donc, il y a plusieurs causes possibles. Maintenant, au niveau des signes cliniques, qu'est-ce que vous voyez à la maison? Qu'est-ce qui vous fait penser à mon chat, peut-être, mon chien, peut-être il a une insuffisance rénale? PUPD, qu'est-ce que ça veut dire? Polyurie polydipsie, donc un chien qui urine plus et qui boit plus pour compenser. Concrètement, quand notre petite passoire elle marche pas bien, eh ben, le rein il perd trop d'eau, il n'arrive plus à récupérer de l'eau par le mécanisme habituel. Du coup, le chien il urine plus. Le corps est comme relativement bien fait. Le chien il va essayer de compenser en buvant plus. Mais souvent, à la longue, c'est pas vraiment suffisant, et puis petit à petit, il va se déshydrater progressivement de plus en plus. Mais c'est vrai que les gens disent: ah non, non, mon chat, quand je pose la question, les gens ils viennent en consultation, un chat de 15 ans, par exemple, alors est-ce que vous avez vu s'il boit plus? Ah oui, il boit bien, il boit bien. Mais c'est pas parce qu'il boit beaucoup que c'est bon signe. Ça, c'est vraiment une chose importante. Ah non, il boit bien. Moi, ça me fait bien. Est-ce qu'il boit pas un petit peu trop? Et ça, c'est vrai que souvent, dans l'esprit des gens, ah, mon chat, mon chien boit bien, c'est mon signe parfait. Et ça, c'est une erreur de penser ça. Concrètement, votre chat, votre chien, il boit plus. On ne peut pas dire il y a une insuffisance rénale. Il y a une vingtaine de maladies qui font boire plus, uriner plus, et l'insuffisance rénale, c'en est une d'entre elles. Donc, s'il a bu un peu plus, il ne faut pas forcément une insuffisance rénale. Ça peut aussi faire des vomissements, parce que ça va augmenter l'acidité gastrique par exemple. Donc, c'est pas rare que sur une insuffisance rénale chronique, on voit des chats, des chiens qui vomissent. En général, ils mangent un petit peu moins. Ils peuvent être constipés parce qu'ils se déshydratent pas mal. Puis à force de se déshydrater, ils prennent toute l'eau qu'il y a dans les selles. Et puis l'eau qui est, pardon, je l'avais mis normalement sous silencieux, mais je vais l'éteindre. L'eau qui est dans les selles permet que les selles ne soient pas trop dures. Puis s'il doit prendre toute cette eau, et ben du coup, il vient constipé. Un animal avec une insuffisance rénale perd du poids. Petit à petit, c'est pas du jour au lendemain, mais il perd gentiment du poids parce que il va perdre des protéines, majoritairement souvent des protéines, ou alors parce qu'il mange moins bien, et petit à petit, il perd du poids. Et en général, ces animaux qui ont moins d'énergie, mais un chat de 15 ans, c'est toujours pas forcément le plus vif, donc des fois, c'est pas toujours facile à voir. Le diagnostic, ça c'est un point qui est important pour moi, parce que on voit pas mal d'erreurs chez les vétérinaires, et alors c'est quelque chose que je vais vous expliquer. Il faut faire deux choses: analyse de sang, analyse d'urine.
on ne peut pas dire oui, il y a une insuffisance rénale chronique uniquement sur une prise de sang. Je vais vous expliquer pourquoi. La première chose, on peut analyser l'urine. L'urine, qu'est-ce qu'on peut voir? Alors, on peut voir s'il y a du sang, ça peut être une infection urinaire, par exemple. On peut voir si l'infection, s'il y a des bactéries. On peut voir s'il y a du sucre dans le sang qui peut parler pour un diabète. Donc, ça, c'est une chose. Par contre, un chat ou un chien qui a une insuffisance rénale, on regarde la concentration de l'urine. L'eau du lavabo, la concentration de l'urine, ce qu'on appelle le poids spécifique, c'est environ 1008-1010. De l'eau distillée, c'est 1000. Un chat qui concentre bien l'urine, c'est en général 1050-1045. On n'aime pas quand ça passe en dessous des 1030 chez le chat. Le chien, normal, c'est 1040-1030. Quand ça passe en dessous de 1020, on n'aime pas. Déjà 1025, on n'aime pas. Donc on peut déjà voir comment son urine elle est concentrée. Si l'urine n'est pas concentrée, on ne peut pas dire c'est une insuffisance rénale. Il y a d'autres maladies qui font que l'urine n'est pas concentrée. Mais ça, c'est une chose importante à voir. En cas d'insuffisance rénale, quand il y a plus que 33% de la fonction des reins qui fonctionne, la concentration urinaire commence à diminuer. Par contre, dans le sang, ça reste totalement normal. On commence à avoir les changements dans le sang uniquement quand on a plus que 25% des reins qui fonctionnent. Donc l'urine, ça nous permet de voir un petit peu en avant, un peu avant le sang. C'est-à-dire que si on est dans cette fourchette 33% des reins qui fonctionnent à 25% des reins qui fonctionnent, et bien ça, on peut déjà le voir dans l'urine et encore pas dans le sang. À condition, comme je dis, qu'on n'ait pas une autre maladie. Ça, c'est clair. Maintenant, dans le sang, il y a la valeur rénale, la créatinine, c'est la plus connue, mais ce n'est pas la seule. Je vous ai mis les autres là en dessous, justement. On a la créatinine. La créatinine, elle est produite par les muscles. Donc, elle est produite par les muscles en continu, et puis elle est éliminée par le rein. Si les reins fonctionnent moins bien, ils n'arrivent plus à l'éliminer, et ça monte gentiment dans le sang. Et c'est ça qu'on veut mesurer. Le problème, si vous avez un chat âgé qui est très maigre, qui a plus beaucoup de muscles, ben, on peut avoir une créatinine qui est relativement basse, ou normale, alors que ses reins ne fonctionnent pas bien. Donc on a aussi un petit peu des biais. Ensuite, il y a l'urée. L'urée, c'est un autre marqueur qui va être produit principalement dans le foie, et puis qui va être éliminé par les reins. Là, par contre, si l'animal est déshydraté, ça va monter. Donc, quand il est déshydraté, qu'il n'y a qu'une urée haute et une créatinine normale, est-ce qu'il est trop maigre? Donc, on doit regarder un petit peu ça. Est-ce qu'il est trop maigre ou est-ce que c'est effectivement des reins qui ne fonctionnent plus? Ça, c'est une chose importante à vérifier. L'urée, elle peut aussi être influencée par un repas riche en protéines peu de temps avant la prise de sang. Donc, c'est vrai que si on nous dit, OK, il est venu à jeun, parfait, OK, on sait. S'il n'est pas à jeun, il faut qu'on fasse un peu plus attention à l'urée. Peut-être qu'elle est un peu trop à cause des protéines qui est dans le repas, puis pas forcément à côté des reins. Donc, on peut regarder en fonction de la créatinine. Il y a un nouveau test qui s'appelle la SDMA, qui est assez spécifique aux reins, qui est un peu moins influencé par tout ça. Par contre, c'est encore pas très clair les gros avantages par rapport à la créatinine. Le fabricant du test nous dit on voit que ça monte bien avant la créatinine, mais ça semble pas être le cas pour tous les animaux, donc on peut pas toujours se fier par rapport à ça. Et ce que je veux dire, c'est que la créatinine qui monte ou l'urée qui monte, on a, oui, l'insuffisance rénale est une cause, mais c'est pas la seule cause. Donc c'est pour ça que c'est important de faire une analyse de sang et une analyse d'urine. Typiquement, dans une insuffisance rénale, on a des valeurs de reins augmentées et dans l'analyse d'urine, on a un point spécifique, une concentration de urinaire qui est bas. Quand on a les deux, ça commence déjà à bien matcher. Si vous avez des valeurs rénales un peu hautes et un poids spécifique qui est très concentré, ben c'est peut-être juste l'animal qui est déshydraté. Donc, c'est vrai que les deux vont nous aider pas mal à différencier entre une réelle insuffisance rénale ou un cas où il n'y a pas d'insuffisance rénale, mais une autre pathologie. Et c'est vrai que c'est assez important de faire les deux. Qu'est-ce qu'on regarde d'autre dans le sang? Dans le sang, on va regarder autre chose que les valeurs rénales, parce que ça va aussi nous permettre de dire, OK, oui, c'est une insuffisance rénale aiguë ou chronique.
Les électrolytes, donc là, j'ai noté le potassium, le phosphore. Le phosphore, typiquement, avec une insuffisance rénale, je vais juste remonter vite fait, hop, à ce niveau-là. Le phosphore, il est là typiquement au niveau 3, la sécrétion. Il est activement sorti des vaisseaux pour rentrer dans l'urine. Et quand on a des reins qui ne fonctionnent pas bien, ben, cette fonction-là disparaît. Et du coup, avec une insuffisance rénale chronique, on a le phosphore qui monte, ce qui est rarement le cas avec une insuffisance rénale aiguë. Le potassium, euh, on a souvent des potassiums avec une insuffisance rénale chronique qui diminuent parce qu'il n'est pas réabsorbé. L'hématocrite, c'est la quantité de globules rouges qu'on a, le volume, le pourcentage du volume de globules rouges sur le volume total du sang. Donc ça, quand on prend du sang, on le centrifuge, on regarde qu'est-ce qu'il y a les globules rouges par rapport à tout le volume. Les reins, qu'est-ce qu'ils produisent? Ils produisent le PO, l'érythropoïétine. Vous avez sûrement entendu ça avec les cyclistes. Qu'est-ce qu'ils font les cyclistes? Ils veulent avoir plus de globules rouges pour pédaler plus vite, plus fort, plus longtemps, et ils s'injectent de l'EPO, mais ils n'ont pas inventé l'EPO. L'EPO, notre corps, il l'a produit. C'est les reins qui la produisent, qui sont dans le sens qui sont, il y a des récepteurs dans les reins qui vont dire, OK, il faut produire beaucoup d'EPO, il faut produire peu d'EPO. Et ça, c'est vrai que quand on a un rein malade, quand on a un rein comme ça, eh ben, le rein, il n'arrive plus à bien produire de l'EPO. Du coup, sur une insuffisance rénale chronique, la production de l'EPO diminue et l'hématocrite, la quantité de globules rouges, pas de miracle, elle diminue aussi, malheureusement. Donc, un animal qui a des valeurs rénales augmentées, un phosphore augmenté et qui est anémique, qui a son hématocrite qui est bas, eh ben, effectivement, ça parle très fortement pour une insuffisance rénale. L'albumine, c'est une des protéines les plus petites du sang. Et quand notre passoire elle est endommagée, les trous sont plus grands, et ben effectivement, on peut avoir de l'albumine qui arrive à sortir. Si on a de l'albumine qui arrive à sortir, on en aura moins dans le sang, et c'est quelque chose qu'on va remarquer aussi. Ça peut jouer un rôle important pour la coagulation, autrement, on ne va pas trop rentrer dans les détails là, c'est pas forcément le plus important pour vous à ce niveau-là. Quels autres examens on peut faire? Alors oui, là je vous ai dit, il y a des cas typiques où il y a tout qui est haut, il y a tout qui est bas. Comment on s'attend, comment on lit dans les livres pour une insuffisance rénale? Malheureusement, il y a des cas où c'est pas exactement la même chose. Il y a des cas où on doit faire un peu plus d'examens. Un ultrason, oui, ça peut nous aider. Dans des cas pas clairs, et puis ça nous sert aussi à exclure d'autres pathologies. Concrètement, si à l'ultrason, j'ai un rein tout bosselé, donc un ultrason, c'est échographie, comme on fait par exemple pour les femmes enceintes, on peut voir les organes, on peut voir les reins, et puis on peut voir leur forme. Et un rein tout bosselé comme ça, ben oui, ça parle beaucoup plus d'être une insuffisance rénale chronique qu'un tout beau rein tout lisse, comme on s'attend à voir. Donc ça nous aide à différencier. Malheureusement, on peut aussi avoir des tumeurs au rein, et puis le rein, du coup, il fonctionne pas bien. On fait nos tests sanguins, oui, le rein ne fonctionne pas bien, il y a une insuffisance, mais la cause, là en dessous, c'est une tumeur. Ça, c'est quelque chose qu'on peut avoir, et ça va être l'ultrason qui peut nous donner des indices par rapport à ça. Alors, je dis pas qu'il faut forcément que tous les animaux aient un ultrason, mais par contre, ça nous donne des informations supplémentaires si c'est possible, ou si d'un point de vue financier, c'est pas mal du tout. J'ai mis la pression sanguine. Pourquoi la pression sanguine? Ben, comme chez nous, les reins jouent un rôle important dans la pression sanguine. Il a des senseurs. Il a des senseurs de la pression là-dedans. Et puis un rein qui fonctionne pas bien, il se dit, je reçois pas assez de sang, je reçois pas assez de sang. Il va essayer de garder un petit peu de liquide pour charger un peu la pompe. Et puis il dit au cœur, ok, on augmente, je veux plus de pression. Et du coup, c'est pas rare qu'on ait une hypertension avec un problème de rein. C'est pour ça qu'on aime bien le mesurer, parce que des fois, il faut le tester, faut le traiter aussi, donc on aime bien le mesurer. Puis un autre point important qui va beaucoup changer par rapport au traitement, qu'on va discuter un petit peu après, c'est la quantité de protéines qu'il y a dans l'urine.
parce que ça va nous influencer le traitement. Si on a beaucoup de protéines, on va instaurer d'autres traitements que si on n'a pas de protéines. Pourquoi? Parce que les protéines qui se retrouvent dans l'urine, ça endommage le rein et ça va accélérer la progression du dommage rénal. C'est pas quelque chose qu'on veut, on veut freiner ça. Mais donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'on doit mesurer. Peut-être juste un petit pointage, là ça fait 30 minutes que je parle. J'ai pas eu beaucoup de réactions, donc je pense que vous écoutez plus ou moins bien. Il y en a qui sont plus ou moins du domaine médical. Est-ce que c'est du petit chinois? C'est un petit peu trop en détail. Est-ce que c'est bien? Si vous pouvez juste en 5 secondes faire c'est bien, pas bien, juste comme ça, je regarde un petit peu. Parce que tout d'un coup, c'est très bien, c'est bien, tout va bien. Parfait. Alors je continue comme ça. Si on est du petit chinois, j'aurais changé un peu mon discours, mais je pensais qu'on était assez adapté. Parfait. Alors, pour l'insuffisance rénale, on a une chose qui est bien, c'est qu'il y a plein de spécialistes du monde entier qui ont fait un site web. C'est pas qu'un site web, mais c'est des recommandations qui s'appellent Iris. Il y a un site web qui s'appelle Iris. Et ça va nous permettre de classifier les problèmes rénaux. Alors, on voit, là, on a le stade 1, on a le stade 2, 3 et 4. Ce qui est intéressant à voir, c'est que le stade 1, c'est un animal qui est sain. D'accord? C'est des valeurs de créatinine pour le chien moins de 1,4, pour le chat moins de 1,6. Donc, c'est des valeurs normales. Donc, quand on dit une insuffisance rénale de degré 1, ok, il est normal. Donc, c'est vrai que ça, c'est un petit peu le piège. D'accord? Ça commence pas à 0, ça commence à 1. Donc, il est en beige, alors que les autres sont en bleu. D'accord? Là, on a une insuffisance rénale légère, modérée, forte. Ce qui est important de voir là en dessous, alors là, c'est la valeur sanguine qui va nous donner soit la créatinine, soit la SDMA qui va nous donner ces valeurs-là et qui va nous dire le degré. Ensuite, on a l'UPC. Ça, c'est la quantité de protéines qu'on a dans l'urine. Non-protéinurique, c'est en anglais, désolé pour en français. Donc, pas de protéinurie. Si on a moins de 0,2 de protéines sur les créatines, on est à 0,2, on n'a pas de protéinurie. Entre 0,2 et 0,5, c'est limite. On ne commence pas forcément à traiter. Et plus de 0,5, c'est sûr, c'est pathologique. Et ensuite, on a la pression artérielle. On fait la différence entre normaux, moins de 140, limite, qui a entre 140 et 160, une hypertension entre 160 et 180, et plus de 180, une hypertension sévère. Donc si nous, quand on prend nos notes, on va dire, ok, on a un chat de stade 2, sans protéinurie, avec hypertension par exemple. Donc c'est vrai que, et puis ça va nous influencer les traitements, donc on essaye de bien les répartir là-dedans pour voir par rapport au traitement. Hop. Les traitements, on y aborde. Le traitement, on a la nourriture. C'est la chose qui est le plus mis en évidence, qui va rallonger l'espérance de vie de votre animal quand on a une insuffisance rénale. Quel est le principe de la nourriture? C'est de la nourriture rénale. C'est des bonnes protéines, mais donc qui se digèrent bien, qui sont bien réparties par rapport aux besoins de l'animal, mais en faible quantité. Donc c'est de bonne qualité, faible quantité. Pourquoi? Parce qu'on a trop de protéines. Les protéines, elles risquent de se retrouver dans notre passoire et d'endommager plus le rein. D'accord? Donc c'est vrai que ça c'est important, peu de protéines. C'est pauvre en phosphore, parce que comme on a vu, le phosphore avec une insuffisance rénale, il a du mal à être éliminé. Et du coup, on veut qu'il y en ait peu dans la nourriture. Le problème de ces nourritures pauvres en phosphore, c'est aussi pauvre en sel, parce que sel, ça joue un rôle dans l'hypertension, c'est aussi pauvre en sel. Le problème qu'on a, c'est qu'avec ces nourritures, vous avez une nourriture qui est pauvre en sel, pauvre en protéines, pauvre en phosphore, bah, c'est une nourriture qui est pas bonne. Les chats aiment bien quand il y a pas mal de sel, aiment bien quand il y a pas mal de protéines, et du coup, des fois, on a de la peine à aller avec ces nourritures qui sont pauvres en sel, pauvres en protéines, parce qu'ils l'aiment pas trop. Alors, il y a des chats qui sont pas difficiles, les chiens, en général, c'est moins un problème,
Mais vous avez un chien, un chien qui a une insuffisance rénale, il n'a pas d'appétit, puis vous lui amenez une nourriture moins bonne de la sienne, bah des fois, c'est pas gagné. Donc, c'est vrai que ça, c'est des fois un petit peu embêtant. Des fois, il faut ruser un petit peu, mélanger plus longtemps, ce genre de choses. Mais c'est vrai que ça peut poser un petit peu de problème. Et l'insuffisance rénale, alors, je vais pas vous dire une marque autre, enfin, je dirais, peu importe, hein, il y a plein de marques différentes. Je pense pas qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre. Mais oui, un animal qui a une insuffisance rénale, commencer une diète spéciale pour, on sait que ça influence vraiment l'espérance de vie. Vous pouvez vous regarder sur le site Iris, il y a plusieurs études qui montrent, alors c'est des moyennes, mais on passe en moyenne d'un animal sans traitement, enfin sans diète, pardon, à 6 mois d'espérance de vie, à 2 ans. C'est des moyennes, il y a des biais, on est d'accord, mais par contre, c'est vrai que oui, ça fait une différence importante. Peut-être juste pour finir par rapport aux diètes, si votre animal il aime pas la nourriture Hills, on peut essayer la Royal Canin ou inversement ou la Purina. On sait, enfin il y en a qui vont préférer une marque que d'autres, ça c'est comme ça. L'inhibiteur ACE, c'est un médicament. Je vais vous expliquer comment il va agir, qu'on donne uniquement en cas de protéinurie. Et pardon, j'ai mis jusqu'au stade 2, alors je vais le mettre jusqu'au stade 3. Ça, c'est moi qui ai fait la faute, faut que je ne peux pas corriger là-dessus. Jusqu'au stade 3, pardon, c'est pas stade 2, je vois ça. Le, je vais juste essayer de marquer voilà, la question de Sylviane par rapport à la nourriture, je reviendrai après là-dessus. L'inhibiteur ACE, pardon, le principe, c'est qu'on donne quand il y a une protéinurie. S'il n'y a pas de protéinurie, on ne le donne pas. Pourquoi? Parce que ça peut faire augmenter les valeurs rénales. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit contrôler. Si je prends juste je vais reprendre ce diagramme. Comment fonctionne l'inhibiteur ACE? Je montrerai aussi avec ça. Comment fonctionne l'inhibiteur ACE? Le principe, c'est que qu'est-ce que le rein il fait quand quand il y a une insuffisance rénale? Il essaye que le rein filtre plus pour éliminer plus de déchets. Donc, ici, oui, vous voyez une petite flèche, oui. Donc, le sang, il voyage comme ça. Hop, là, il passe à travers la passoire, et puis ça ressort. Et puis ici, on a des muscles, d'accord? Enfin, c'est des vaisseaux, c'est des artérioles, donc les vaisseaux, ils peuvent se contracter avec des muscles. Et puis, quand il y a une insuffisance rénale, le muscle ici se contracte. Ça fait qu'il y a plus de pression. Concrètement, si vous prenez ça, alors imaginez que c'est un tuyau d'arrosage, et puis le liquide, il passe de là jusque là. Si la maseringue, c'est un trou à votre tuyau d'arrosage, qu'est-ce que le corps il fait? Il met il comprime ici, c'est comme si vous mettiez votre pied après le trou dans le tuyau d'arrosage. Qu'est-ce qui se passe? Il sort plus de liquide là. Le problème, c'est qu'il sort plus de liquide là, donc il y aura plus de pression, il y aura plus de protéines qui vont sortir dans l'urine et ces protéines vont faire des dommages au rein. Donc le médicament inhibiteur ACE, qu'est-ce qu'il fait? Il enlève le pied du tuyau d'arrosage. Et du coup, on a moins de pression à ce niveau-là. Donc sur le principe, on se dit, ok, génial, on pourrait commencer avant. Le problème, c'est qu'en enlevant le pied du tuyau d'arrosage là, eh ben, le sang qui arrive ici, il y a aussi des toxines qui doivent être éliminées. Et puis, donc si on diminue la pression, elles sont moins éliminées également. C'est pas sélectif. Donc du coup, pardon, il faut bien sélectionner ces cas sur lesquels on donne ce médicament. Et c'est pour ça que je dis dans le dia juste avant, attention, ça peut faire augmenter les valeurs rénales. La créatinine, l'urée, ça va être filtré par la passoire, ça doit sortir. Et ça va utiliser la pression qu'on a dans cette passoire. Si en donnant le médicament, on enlève un peu la pression, ben, il y a peut-être un peu moins de créatinine, un petit peu moins d'urée qui va réussir à sortir. Donc quand on commence ce médicament, 10 jours, 2 semaines après, on va contrôler les valeurs rénales. Si ça augmente de plus de 10%, alors il faut voir comment on fait, mais c'est pas l'idéal, effectivement.
Et puis, je vais essayer d'épingler un petit peu vos questions là. Je crois qu'on peut les retrouver après. Et si jamais vous me les reposerez après sur la nourriture, on revient après sans problème. Euh, et puis l'autre chose qu'ils ont comme médicament, l'autre effet qu'ont les médicaments, ces inhibiteurs ACE, c'est que là, dans votre passoire, dans la membrane, il y a un petit peu une différence de polarité. La polarité, il faut imaginer, c'est comme des aimants. Et puis la différence de polarité, ça va freiner un petit peu la perte de protéines. Donc c'est vrai que ça, c'est un autre point sur lequel on peut avoir accès. Ces inhibiteurs ACE, il y a différentes formes. Il y a des sous forme liquide, ce qui est souvent un peu plus facile à donner chez le chat. Il y a des comprimés. Si vous avez déjà eu concrètement, il y a le Semintra sous forme liquide, il y a le Fortecor, il y a le Benacor, il y a le Nelio sous forme de comprimé. Il y en a pas mal de différents. Je ne crois pas qu'il y en a un forcément mieux que d'autres. Je pense que le petit avantage, le liquide, quand vous avez de la peine quand vous avez de la peine à donner. Exactement. Alors, avant de passer aux autres traitements, j'ai juste une question qui est pas mal de Lisa. L'insuffisance rénale concerne forcément les deux reins. Si un seul rein ne fonctionne pas, on le voit quand même dans les analyses de sang et d'urine. Non. Alors, ce que je veux dire, c'est que vous pouvez avoir un rein qui fonctionne plus du tout, l'autre rein qui fonctionne très bien, qui prend plus le relais, et vous verrez absolument rien dans le sang. Quand je parlais de 33%, 25% de la fonction rénale, c'est la fonction rénale sur les deux reins. Mais vous pouvez avoir plus qu'un rein, il vous reste 50% des reins qui fonctionnent, et ben dans le sang, vous verrez absolument rien. Il faut qu'on arrive à 25% de la fonction rénale globale pour commencer à le voir dans le sang, ou 33% pour commencer à le voir dans l'urine. Donc, si vous avez un rein sur un trauma, sur une infection, je ne sais quoi, qui ne fonctionne plus, mais que l'autre fonctionne encore très bien, on verra absolument rien dans le sang, dans l'urine. Oui, ça, c'est une bonne question. Si je continue au niveau des traitements, les liants de phosphate, comme je vous ai dit, hein, le phosphore, c'est un problème. Et des fois, malgré une nourriture rénale, on a des phosphores trop hauts. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a soit une poudre, soit du liquide, il y a différentes manières qu'on peut venir mettre sur la nourriture, on mélange. Et ça va venir se lier au phosphore. Et quand l'animal il le mange, sa nourriture, eh ben, le phosphore il est plus absorbé. Donc ça sert à rien de donner après le repas comme ça, c'est vraiment de mettre sur la nourriture. Là aussi, c'est souvent pas très bon, du coup on essaie de le mettre, les chats ne le mangent pas, on a perdu. C'est important que les chats mangent quand même avec l'insuffisance rénale. Pourquoi? On veut relativement peu de protéines dans le sang. Si le chat il mange pas, il n'a pas assez de calories, qu'est-ce qu'il va faire? Il a besoin de produire de l'énergie, il a besoin de produire pour faire sa chaleur, déjà juste ça. Et ben, il va prendre la chaleur où il y en a, l'énergie où il y en a. Il va commencer à détruire ses muscles pour produire de la chaleur, par exemple, produire son énergie, ses calories. C'est quoi les muscles? Des protéines. Donc, ça peut être contre-productif d'un animal qui mange pas bien. Donc, des fois, oui, on est OK, avec le rénal, il mange zéro. C'est embêtant. Mais je préfère un animal qui mange du non-rénal plutôt qu'un animal qui ne mange pas. Ça, c'est sûr. Mais c'est pas l'idéal, ça, c'est clair. Donc, ça, c'est vrai que c'est une chose assez importante. Je vois Caroline qui pose la question pour le Semintra, par exemple. Alors, le Semintra, c'est ce que j'ai discuté, c'est un inhibiteur ACE. C'est pas un lien de phosphore, d'accord? Donc, l'inhibiteur ACE, par exemple, c'est le Semintra liquide. C'est juste en lien de phosphore, il y a l'hypakitine, par exemple, il y a le Renazil, c'est les deux enregistrés en Suisse actuellement. Ouais. Je vais continuer. L'hypertension. L'hypertension, comme je vous l'ai dit, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut venir avec l'insuffisance rénale. Et là, c'est vrai que c'est important de contrôler parce que ça va favoriser les dommages.
Et il y a une petite feinte, on peut avoir un animal qui a une créatinine pas trop augmentée, mais une hypertension forte. On traite l'hypertension et on voit que la créatinine, elle monte. Pourquoi? On se retrouve là. Si vous avez beaucoup de pression dans votre circulation, eh ben on va avoir plus de liquides qui vont sortir là, mais aussi beaucoup plus de toxines. La créatinine, l'urée, elle va mieux sortir là. On diminue la pression, eh ben il y en a moins qui sortent là. Donc un animal, un chat qui vient, il a une créatinine, je vous dis par exemple à 200, ok. Il y a une hypertension sévère, on traite l'hypertension va mieux, on contrôle le sang, il est à 400, 500. Ah. Et en fait, ça, c'est ses vraies valeurs rénales, c'est comment les reins ils fonctionnent vraiment dans un état normal. Donc c'est vrai que ça, c'est une chose importante à contrôler. Euh, le traitement de l'hypertension, il y a deux choses. Il y a des comprimés. Jusqu'à 2 mois en arrière, c'était vraiment la galère parce qu'on n'avait qu'un comprimé humain où il fallait couper en 1/8. Mais ça devient de la poudre, c'est un peu compliqué. Depuis 1, 2 mois, on a un comprimé maintenant vétérinaire avec, on donne en général un demi ou un comprimé qui est beaucoup plus facile. Et puis aussi du liquide qu'on peut donner pour baisser l'hypertension. Si c'est une hypertension légère, souvent, enfin légère, pas trop importante, le liquide est souvent suffisant. Si c'est très important, il faut des fois les comprimés qui sont un peu plus embêtants à donner. Ça, c'est une chose. Il faut souvent les donner un peu plus régulièrement aussi. Ça, c'est la contrepartie. L'acidité gastrique. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que les, l'insuffisance rénale va faire augmenter l'acidité gastrique. L'acidité gastrique, ben, ça coupe la faim, ça fait des vomissements. On peut donner des choses qui vont stabiliser cette acidité, donc et diminuer les vomissements. L'oméprazole, c'est un classique qui marche très bien chez les chiens. C'est un peu c'est un peu moins clair comment il fonctionne chez le chat. Le sucralfate, ça, c'est à tapisser l'estomac c'est un pansement gastrique et c'est vrai que c'est quelque chose qui peut aider aussi chez le chat pour diminuer les vomissements et diminuer l'acidité gastrique, enfin stabiliser l'acidité gastrique. Des perfusions sous-cutanées. Alors, comme je vous expliquais au début, le chien, il a son rein qui n'arrive pas plus concentrer l'urine, il perd de l'eau, il perd de l'eau. Il va plus ou moins compenser en buvant, mais souvent, il n'arrive pas trop à compenser. Et puis, il y a des chats qui vont se déshydrater petit à petit, ils seront de plus en plus déshydratés. Et on peut leur faire une perfusion, donc avec, je ne sais pas si j'arrive, avec des poches de perfusion, on peut leur mettre du liquide sous la peau. Alors oui, des fois dans des cas, on leur met intraveineux pendant quelques jours, bien les réhydrater, mais ça c'est pas quelque chose qu'on peut faire à la maison, c'est quelque chose qu'on fait ici en cabinet quand on les hospitalise. Mais il y en a d'autres qui bénéficient des perfusions sous-cutanées sur quelques jours, sur quelques jours, pardon, sporadiquement comme ça, 1, 2, 3 fois par semaine, et puis ça les aide à se réhydrater entre-temps pour pas qu'ils rechutent. Est-ce qu'on le fait bien? Est-ce qu'on le fait souvent? Ça dépend. Il y a des animaux chez qui on arrive facilement à le faire, et puis oui, volontiers. Et puis il y a d'autres où il faut être à droit dessus, et dès qu'on le pique, il saute au plafond. Non. Alors là, si c'est comme ça vaut pas la peine de le faire. La même chose si c'est une fois par semaine ou s'il faut le faire une fois tous les 2 jours, ça commence à être difficile. Donc c'est un petit peu tous ces points qu'on essaie de prendre en compte, si oui, c'est censé le faire ou pas. Puis ça, après, c'est le propriétaire qui se rend compte à quel point il arrive, où il peut le faire. Au traitement, alors des fois, il y a des chats qui perdent trop de potassium par les reins. Et s'il y a un manque de potassium trop important, à ce moment-là, il a des faiblesses musculaires qui peuvent des fois être importantes. Il n'arrive plus à lever la tête, ils sont comme ça, ils n'arrivent plus à mettre la tête droite. Et ça, c'est vrai que euh, on peut leur supplémenter, on peut donner des comprimés pour supplémenter en phosphore. Il n'y a rien d'enregistré en Suisse, alors soit en Suisse on prend ce qu'on met dans les perfusions, soit on a des comprimés qu'on peut importer de France. Le cas de justement du phosphore, le cas Forcat pour chat, ça en est un exemple. Le Rudolac, c'est un laxatif. Comme je vous disais,
Les chats avec l'insuffisance rénale, des fois, ils ont vraiment des selles très, très sèches. Ils sont constipés, ils n'arrivent plus trop. Enfin, c'est difficile d'aller à selle. Et en fait, le riz de lac, c'est du lactulose, c'est du lactose finalement. Et puis les chats ne le digèrent pas, donc ça va amener un peu d'eau dans les selles, ça va faire des selles plus molles qui vont mieux réussir à excréter. Concrètement, c'est comme si vous avez un intolérant au lactose qui prend un petit peu de lactose, ça lui fait des selles plus molles, alors il faut fonctionner un petit peu. Si on en a trop, il a la diarrhée, ça c'est sûr. J'ai mis traitement d'autres maladies, c'est que des fois, on a une autre maladie sous l'insuffisance rénale, ça sera en plus. Ben, c'est que traiter l'autre maladie, c'est un point important. Qu'est-ce qu'on fait en humain? Ben, ça, mais ils font des dialyses, d'accord? Les dialyses existent chez les animaux, mais chez les animaux, c'est uniquement pour les insuffisances rénales aiguës. Un humain qui a une insuffisance rénale chronique, il va 2 à 3 fois par semaine en centre de dialyse. Il doit rester 6, 7 heures, 8 heures connecté à la machine. Il a euh, une, un cathéter qui prend le sang, qui va être passé dans une machine. La machine va filtrer le sang, enlever les toxines. Un autre cathéter qui réinjecte le sang, enlever de ces toxines. Et puis, la machine doit agir petit à petit. Ça prend des heures. Ils ont ouvert récemment à Lausanne un centre de nuit pour que ce soit des traitements qui se fassent de nuit pour que les gens puissent dormir, parce que ce n'est pas toujours facile à combiner. On oublie pour une insuffisance rénale chronique chez un animal. Ça se fait de manière aiguë. Prenez un chien avec une leptospirose qui a besoin de 3-4 traitements, 6 traitements, une fois tous les 2-3 jours, et puis c'est fini. Oui, ça se fait, mais c'est pas possible de à vie faire tous ces traitements. Souvent, il y a besoin de les sédater. Les chats, il y a besoin de les sédater ou de faire des narcoses. Donc, non, ça se fait pas sur des patients chroniques, malheureusement. Mais oui, ça, techniquement, c'est faisable, mais c'est plus une qualité de vie pour l'animal et puis on ne le fait pas. D'accord? Euh, la transplantation, il y a des études, ça se fait un peu moins aux États-Unis, mais ça s'est fait. Aux États-Unis, ils ont transplanté pas mal de chats. Ce qu'ils prenaient, alors bon, ils les testaient évidemment, voir que ça soit compatible, les mêmes groupes sanguins, ainsi de suite. Et puis vous alliez avec votre chat qui était malade. Ils prenaient un chat avec des valeurs rénales normales qui étaient sains. C'était souvent des chats de refuge. Ils prenaient un rein du chat sain, ils le mettaient dans le chat malade et vous repartiez à la maison avec 2 chats. C'était un petit peu le deal, hein, pas que on prenne un chat, qu'on l'endorme et puis on prend les reins pour mettre dans votre chat. Non, ça marche pas. Donc ils faisaient comme ça. Les résultats n'étaient pas si mauvais, mais c'est très compliqué. Il y a des complications, le suivi est important. Il y a ce côté éthique aussi, bien sûr. Ça s'est fait pas aux États-Unis. Il y a surtout un centre qui le faisait, qui a diminué, qui le faisait un petit peu moins. Mais voilà, ça existe à savoir si jamais. Je prends peut-être juste un petit peu les questions avant que je change de groupe de sujet. Alors, mon chat de 17 ans, diagnostiqué insuffisant rénal il y a 2 à 3 ans, nourriture rénale depuis le diagnostic, beaucoup maigri. Depuis peu, il tremble un peu de la tête, petit mouvement volontaire. Oui, alors, bon, pour Béatrice, oui, il faudrait regarder concrètement le cas, mais oui, je pense que ça, c'est un cas qui vaut la peine d'être contrôlé. Les petits tremblements, ça pourrait être le potassium qui diminue, qui fait des contractions musculaires. Donc ça, c'est par exemple un cas qu'il faudrait vérifier exactement. C'est pas parce qu'il y a ces tremblements que c'est un problème de dans le sens que c'est pas ces problèmes sont forcément dus au rein, mais potentiellement salés. Et puis, est-ce qu'il faut prendre des médicaments? Ben, ça dépend comment discuter. Est-ce qu'il y a des protéines dans l'urine? Est-ce que ça a été testé? Est-ce qu'il y a d'hypertension ou pas? Ça a été testé. Ça, c'est un petit peu les points. Je vois qu'il y a une question sur le Rudolac de Noémie. Quel dosage de Rudolac chez le chat et le chien par jour? Alors, ça dépend pas mal du poids. C'est vrai que et puis, les chats, ils réagissent différemment. En général, pour un chat de 3 kilos, on prend 1 millilitre 2 fois par jour, matin et soir.
Si vous en donnez trop, il aura la diarrhée. Donc, on essaie de commencer assez bas, 1 millilitre 2 fois par jour, et puis on augmente petit à petit, 2 millilitres ou 1,5 millilitre, et on regarde comment sont les selles. Il faut quand même laisser 2-3 jours avant de changer. Mais si vous donnez 1 millilitre et puis qu'il a la chichi, bon, on donne trop, on diminue, ou peut-être qu'il faut arrêter, effectivement. Après, il y a d'autres questions, mais je vais peut-être revenir sur les questions à la fin, parce que je vois que ça va un petit peu dans tous les sens avec les questions. Question du suivi. Alors, il y a plusieurs suivis que vous pouvez faire. Il y a chez vous et puis chez le vétérinaire. Le suivi chez vous, le poids. Si vous avez une balance pour vous digitale, vous prenez votre chat, vous pesez avec, vous pesez sans, vous faites des maths, vous suivez, vous regardez le poids. C'est vrai que ça, c'est une chose qui peut aider. Les symptômes, la perte d'appétit, les vomissements, la constipation, perte d'énergie, la quantité d'eau qui est bu, ça c'est vrai que c'est des choses qui vaut la peine d'être contrôlées. Sur le petit fichier PDF que je vous ai mis, que vous pouvez télécharger, le petit résumé, il y a ça à la fin. Et puis c'est que l'idée, si vous faites ça, vous mettez la date une fois par mois, une fois tous les 2 mois, ça dépend un petit peu de l'évolution. Vous mettez son poids, l'appétit, est-ce qu'il est anorexique, mange peu, l'appétit est normal, il mange beaucoup, les poils. Alors le poil, pourquoi le poil? Parce que ça j'ai pas abordé, tiens. C'est en fait un chat avec une insuffisance rénale, souvent il fait moins sa toilette. Et du coup, s'il fait moins sa toilette, le poil devient moins beau. C'est un signe d'une manière générale par rapport aux maladies, d'accord? Euh, les vomissements, est-ce que c'est plusieurs fois par jour? Est-ce que c'est une fois par semaine? C'est un peu noté. La quantité, le nombre de fois qu'il urine par jour. Alors, si vous avez un chat, c'est facile, vous pouvez compter, qui ne sort pas, vous pouvez compter les pipis de ma caisse. Si vous avez 3 chats, puis qu'il y en a qui sortent, vous oubliez. La même chose, la quantité qu'il boit. Si vous avez un chat, vous pouvez peser la gamelle, ce genre de choses. Faites-le pas tous les jours, faut pas être parano non plus. Mais si vous avez 3 chats qui sortent en oubliant, ça, c'est pas quelque chose qu'on arrive à faire. Et puis, chez le vétérinaire, alors on va contrôler les valeurs sanguines, voir comment elles évoluent. C'est vrai que, est-ce que je peux dessiner quelque chose? Je pense. Je vais au pointeur, forme, dessiner. Quand on prend une valeur rénale, je fais juste là un axe, jack. Magnifique dessin. Là, on prend la valeur, par exemple, rénale normale, d'accord, N. Et puis, vous venez un jour donné, on contrôle le sang. OK, votre animal, il est un petit peu en dessus, il est là. Il y a beaucoup de différences d'un chat à l'autre. Il y en a qui vont augmenter très vite, il y en a qui vont rester stables longtemps. Mais comment le savoir? Ben, la seule manière, c'est de contrôler 2 mois, 3 mois, ça dépend un petit peu des valeurs qu'on a. 3 mois après, on va contrôler. S'il est là, ben effectivement, hop, ça monte très vite, ça grandit très vite. S'il est là, ok, pas trop. S'il est là, il est relativement stable, parfait, c'est beaucoup mieux. D'accord? L'autre chose qui dépend beaucoup d'un animal à l'autre, et ça, pour nous, impossible de prédire, c'est qu'il y a des chats, ils ont une insuffisance rénale avec une créatinine à 800, vraiment haut, et ils vont pas si mal, dans le sens où oui, ils urinent un peu plus, mais ils mangent encore bien, ils vomissent quasiment pas. Et puis dans l'autre sens, on a des chats qui ont une insuffisance rénale et qui sont à 400 et qui sont déjà très mal. Donc, chaque chat tolère plus ou moins bien son insuffisance rénale. Mais pour nous, le prédire, ok, vous venez avec votre chat, se dire, ok, dans 3 mois, dans 6 mois, ça pose des problèmes, impossible, parce qu'on ne sait pas à quelle vitesse ça va grandir, ça va augmenter, et comment il tolère ces valeurs rénales. D'accord? On va contrôler son poids aussi, on va faire des pressions artérielles, et puis on peut contrôler sa protéinurie. Alors, s'il n'en a pas au début, c'est vrai que c'est quelque chose d'important de contrôler pour voir s'il faut amener un médicament ou pas. S'il en a déjà et qu'il a déjà son médicament, c'est vrai que ça nous donne un petit peu moins d'informations, un petit peu moins de choses de contrôler ces protéines dans le sang, effectivement. Mais ça, c'est vrai que c'est quelque chose, quelle fréquence, ça dépend un petit peu. On diagnostique l'insuffisance rénale. Si on ne doit pas donner de médicaments parce qu'on n'a pas de protéinurie, je ferai un contrôle 2 à 3 mois après, voir si on est relativement stable.
On peut refaire un contrôle après 3 mois, par exemple. Si on est nouveau stable, environ 6 mois, voir un petit peu. Après, c'est vrai que vous dites, OK, d'un coup, il se met à vomir, il perd beaucoup de poids, bah, il faut contrôler plus souvent. Si par contre, on a un animal qui a de l'hypertension, une protéinurie, par exemple, le diagnostic, il a de l'hypertension, la protéinurie, on commence le traitement, bah là, en général, 2 semaines après, il faut le contrôler. Donc, c'est que ça va dépendre un petit peu de ça pour faire, pour voir quelle fréquence on va contrôler. Je vais juste essayer quelque chose. Normalement, si je clique là-dessus, eh ben, ça marche pas. Ah, attendez, je crois que je peux faire comme ça maintenant. Hop. Ok, ça va marcher. Je vais pouvoir afficher la liste de questions qui avec, je n'ai pas répondu. Ça, j'ai répondu. Normalement, j'ai les petits épinglés. Ah zut, je vais juste essayer de les repentir. Ça, on a répondu. Ça, on n'a pas répondu. Ça, on n'a pas répondu. Ok. Donc là, on devrait les voir. Hop, je vais passer comme ça. Mettez vos questions. N'hésitez pas là, on va rester. N'hésitez pas de mettre vos questions et puis comme ça va me faire la liste après. C'est parfait. Je vais essayer de les prendre une par une après. En fait, je crois que vous pouvez continuer à y mettre. Ils vont se mettre tout seuls dans la liste de questions là. Et puis, on va y accéder. Parfait. Alors, quel principe actif utiliser contre l'hypertension qui est un produit aussi utilisé chez l'humain? L'amlodipine, c'est celui-là qu'on utilise, qui était compliqué parce qu'on avait seulement, fallait donner le dosage le plus petit, c'était chez l'humain 5 mg, mais c'est beaucoup trop chez le chat, il faut donner un huitième, mais depuis peu, on l'a aussi en vétérinaire, donc on peut donner de manière plus simple. Indépendamment de la marque donnée, pourquoi les chats insulinés ont peu d'appétit? Alors, il y a l'acidité gastrique qui joue un rôle, et puis les valeurs rénales, l'urée et la créatinine, ça les fait se sentir mal, dans le sens mal, une gueule de bois, enfin pas bien, et ils n'ont pas d'appétit à cause de ça. Donc les valeurs rénales augmentées dans le sang vont faire qu'ils ne se sentent pas bien, vont faire diminuer l'appétit. Est-ce juste que la viande crue contient moins de protéines pures que les croquettes? Oui et non. Dans les croquettes, vous trouvez beaucoup de choses. Mais maintenant, alors, vous trouvez les croquettes, par exemple rénales, elles ont en général environ 20% de protéines, un petit peu moins. Vous en trouvez des avec 40% de protéines. Maintenant, le piège, c'est que quand on lit derrière les croquettes, normalement, mais ils ne sont pas obligés, normalement, c'est la quantité de protéines par matière sèche. C'est-à-dire qu'on enlève toute la flotte de la croquette et on regarde combien il y a de protéines. D'accord? Les croquettes, il n'y a pas beaucoup d'eau. Il y a 7-8% d'eau. Les sachets, il y a 60-70% d'eau. D'accord? Donc, c'est vrai que là, dans le sens que si vous analysez sur le sachet quelle quantité de protéines il y a avec l'eau, bah, ça fait une énorme différence que sans l'eau. Maintenant, dans la viande c'est du muscle, il y a énormément de protéines, c'est quasiment que des protéines. Mais c'est clair que si vous regardez, si on compare, ce qu'on ne devrait pas comparer, les croquettes avec l'eau et la viande avec l'eau, oui, en pourcentage, on a sûrement moins de protéines. Mais c'est comme si vous calculez 100 grammes de pâtes cuites ou crues, d'accord?
c'est des bons mangeurs, allez, on dit 100 grammes de pâtes pour une personne. Il y en a qui vont dire que c'est moins, mais c'est pas grave. Mais si je vous donne 100 grammes de pâtes cuites, ben, vous n'aurez pas grand-chose dans l'assiette, d'accord? Donc, si on veut comparer juste, il faut prendre les deux sans eau. Et dans de la viande, dans du muscle, on a 50-60% de flotte. Donc, on fait presque les valeurs x2 ou même un peu plus. Donc, si on compare de manière juste, non, vous aurez plus de protéines dans la viande, ça c'est sûr. Oui. Est-ce qu'un aliment sec, croquette, n'est-ce pas un problème? Un chat doit pouvoir manger cru et humide. Alors, le, un chat avec une insuffisance rénale, oui, on aime bien donner de l'humide. Pourquoi? Parce que ça apporte plus d'eau et on sait que de l'eau, par les reins, il en perd plein. Donc oui, si on peut donner de l'humide, on donne. S'il le supporte bien, pas de problème. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites. Il n'y a jamais eu la relation que le fait de donner des croquettes augmentait l'insuffisance rénale. On pensait, il y a beaucoup de gens qui le pensaient, et toutes les études même récentes qui ont été faites, il n'y a rien eu dans ce sens-là. Mon chat déteste les chélateurs de phosphate. Ben, Flore, désolé, pas de chance. C'est vrai il y en a qui n'aiment pas et il y a pas grand moyen. Alors, s'assurer que vous avez la nourriture rénale avec le moins de phosphore possible, ça faut que je regarde derrière les sacs pour vous dire, j'ai pas lequel en tête. Mais quand ils aiment pas, j'ai pas beaucoup. Le phosphore augmenté dans le sang va aussi faire diminuer l'appétit, peut des fois faire diminuer l'énergie de manière générale. Mais ouais, je sais que c'est pas bon. Et enfin, je sais qu'il y a des chats qui aiment pas et faites manger quelque chose qu'un chat n'aime pas, c'est pas facile. Désolé, j'ai pas de solution miracle pour ça. Alexandra, je n'ai pas compris le lien entre l'insuffisance rénale et l'acidité gastrique. Alors en fait, le lien, alors le mécanisme, c'est qu'en fait, une protéine qui va neutraliser l'acidité gastrique va être éliminée par les reins parce que c'est une protéine qui est relativement petite, ce qui va faire augmenter l'acidité gastrique. Du coup, c'est quelque chose qu'on veut combattre. Sylviane, est-ce qu'une alimentation naturelle pourrait aider à limiter l'insuffisance rénale? Alors, je ne sais pas ce que Sylviane entend par naturel. Euh, je vais peut-être la mettre de côté et puis on va. Ah, je viens de comprendre ce que je pourrais faire. Hop, vous voyez, magnifique. Alors, Sylviane, ça, on va y revenir, d'accord? On va peut-être le mettre de côté après. Flore toujours, mon chat prend du Semintra et Pronefra, y a-t-il autre chose à donner en cas de protéinurie? Non, dans le sens qu'il y a d'autres médicaments que le Semintra. Il y a le Fortecor. L'action, elle est la même, hein. Enfin, je veux dire, c'est le même groupe de molécules. Ça agit légèrement différemment, mais c'est le même groupe de molécules. Le Pronefra, c'est un complément alimentaire qui a jamais prouvé que ça augmentait l'espérance de vie comme ça. Oui, ça peut aider dans le sens que sur les animaux qui mangent pas bien comme ça, effectivement, mais c'est pas ça qui va changer la protéinurie. Caroline, pourquoi autant de cas d'insuffisance rénale chez le chat? Très bonne question. Justement, il y a eu cette supposition, cette question par rapport à la nourriture, les croquettes. Mais les études, elles n'ont pas réussi à le prouver. On pensait que ça allait sortir énormément et malheureusement, oui, non, c'est pas sorti dans ce sens-là, donc c'est qu'on n'a pas le signe que ça soit ça. L'âge, je pense que ça joue un rôle énormément. Oui, nos animaux vivent beaucoup plus longtemps nos chats beaucoup plus longtemps qu'à 20 ans en arrière. Pourquoi beaucoup plus chez les chats que chez les chiens? J'ai pas la réponse. Y a-t-il des traitements complémentaires, par exemple phytothérapie, EPS, ajout probiotiques, prébiotiques ou autres afin d'aider? Rien qu'à prouver d'être efficace par rapport à ça. Après, ça va, enfin, dans le sens, rien scientifiquement qu'à prouver que ça fait une différence. Après, ça va être vraiment d'un animal à l'autre. Probiotiques, prébiotiques, enfin, je suis pas sûr trop de voir le point là, sauf si vraiment l'animal est très constipé. Est-ce que
en changeant sa flore avec prébiotiques, probiotiques, et ça pourrait influencer. Je ne suis pas convaincu. Phytothérapie autre, j'ai rien de prouvé. Je ne veux pas dire qu'il n'y a rien qui marche, mais il n'y a rien scientifiquement prouvé par rapport à ça. D'accord. Alors, Sylviane est revenue avec sa question. Très bien, merci Sylviane. Donc là-bas, c'était est-ce qu'une nourriture naturelle peut aider? Alors, ce qui va être important, ça va être la composition, dans le sens que la répartition des minéraux, donc le sel de cuisine que contient l'aliment, le phosphore, la quantité de protéines, ça c'est vraiment l'aliment. Maintenant, il n'y a pas de problème de faire une diète avec une alimentation, fait maison, sans être des croquettes. Par contre, chez le chat, c'est très difficile d'être équilibré. On y arrive, mais c'est très difficile. Dans ces cas, c'est vrai que on doit rentrer toutes les données des aliments dans les ordinateurs pour vous dire quelle recette faire. Et puis finalement, vous vous retrouvez à faire tous les jours la même recette. C'est possible. Ou alors, vous regardez deux, trois recettes pour avoir une nourriture équilibrée. Chez le chien, c'est un peu plus facile d'être équilibré, mais c'est vrai que ça, c'est un point. Il y a une vétérinaire qui fait ça à Villeneuve, la doctoresse Chantal Brunner. Elle a fait une spécialisation là-dedans. On peut la contacter pour ça, ça c'est une possibilité. Il y a un site web Croque Cuisine, il faut que je retrouve ça, qui calcule aussi, mais c'est pas si simple. On peut, par contre, le but ça va être le même, c'est de se retrouver avec des protéines basses comme ça. Et puis ça n'a pas prouvé qu'une alimentation faite soi-même va être plus bénéfique qu'une alimentation rénale. Hop. Lors d'insuffisance rénale, faut-il vérifier l'état du cœur avec une échographie? Si oui, à partir de quand et pourquoi? Bonne question, Milena. Je cherche la réponse qui passe bien. Bon, s'il y a de l'hypertension, je contrôlerai le cœur. S'il n'y a pas d'hypertension, qu'il n'y a pas de souffle cardiaque, il n'y a pas de signe de pathologie, je ne pense pas que c'est nécessaire de contrôler le cœur. Je cherche un exemple qui va me contredire. Je ne l'ai pas comme ça, mais pas systématiquement. Si la pression est bonne, si la pression est mauvaise, effectivement, ce serait quelque chose à faire. Alexandra, la SDMA est-elle un marqueur de la fonction rénale? Si oui, est-ce qu'elle est fiable et peut permettre de repérer de manière précoce une insuffisance rénale avec des valeurs rénales encore dans la norme? Oui, la question est claire pour moi, j'espère pour tout le monde. En gros, ce qu'elle veut dire, c'est, OK, si je teste la SDMA avant la créatinine, est-ce que je pourrais le voir avant la créatinine ou pas? Alors, c'est ce que le fabricant de ce test nous dit, mais finalement, dans les faits, c'est pas toujours le cas. Et puis, c'est un petit peu le piège. Il y a des cas où on commence à avoir une SDMA augmentée, puis la créatinine pas encore. Ce qui nous perturbe un petit peu, c'est que des fois, la SDMA elle est augmentée, puis les valeurs rénales, on contrôle, ça monte jamais, puis on est pourquoi? Et puis, il y a des cas où on a tout qui parle pour une insuffisance rénale chronique, et puis la SDMA, c'est une créatinine haute, une urée assez haute, phosphoro, enfin, et puis la SDMA, elle est très peu augmentée, et c'est un test qui est assez nouveau, on n'a encore pas beaucoup de recul. Je sais qu'ils en ont beaucoup parlé à un congrès récemment, puis les spécialistes étaient un peu mitigés. Est-ce qu'il y a des signes d'insuffisance visibles au niveau des yeux l'insuffisance rénale visible au niveau des yeux du chat? Non. Pas directement. Je réfléchis. En fait, l'insuffisance rénale, comme je l'ai dit, peut faire une hypertension. Et l'hypertension va pouvoir faire un décollement de rétine. Le décollement de rétine, c'est le fond de l'œil qui se décolle. Le chat devient aveugle du jour au lendemain. Le chien devient aveugle du jour au lendemain. Et puis, ça, c'est... alors, on pourrait le voir dans l'autre sens, c'est que si vous avez un chat qui a une insuffisance rénale qu'on
pourrait pas mesurer la pression. On pourrait avec un autre test regarder le fond d'œil, mais c'est pas toujours facile chez le chat. On pourrait regarder le fond d'œil et puis si on a les vaisseaux qui sont grands, là on pourrait dire ah, il y a sûrement de l'hypertension. Mais c'est prendre le mauvais bout de la corde parce on préfère vérifier la pression artérielle que faire ça parce qu'après c'est quelque chose qu'on va pouvoir contrôler la pression artérielle, voir est-ce qu'on est passé de 180 à 150 ou de 200 à 190 puis on n'a rien changé, que regarder le fond d'œil. Dans ce sens-là, je n'utiliserai pas comme diagnostic. J'espère que c'était clair. Est-ce que vous pouvez parler de la fin de vie du chat insuffisant rénal? Ouais. C'est pas toujours facile parce que en fait on a le chat d'insuffisance rénale chronique, il va petit à petit de moins en moins bien. Alors oui, il peut aller d'un coup moins bien. Je prends par exemple la question d'avant d'Alison avec le décollement de rétine, où tout d'un coup il voit plus, où il y a des chats qui peuvent faire tout d'un coup des embolies, oui, tout d'un coup il peut aller moins bien. Mais souvent, il va petit à petit de moins en moins bien. Et puis, le problème, c'est qu'on s'habitue un petit peu, dans le sens que, ok, il mange un peu moins, il vomit un peu plus. Mais comme c'est pas du jour au lendemain, nous aussi, on est plus tolérant. On est plus tolérant que notre animal, il est comme ça. Et puis, c'est là où c'est quand c'est qu'on met vraiment la limite. Quand c'est qu'on se dit, ok, là, il a plus de qualité de vie. Ça, c'est des choses que vous pouvez plus juger à la maison. Par exemple, ok, vous rentrez le soir du boulot, d'habitude, vous rentrez, il vient vous voir à la porte. Vous mangez, il vient demander quelque chose. L'animal qui sort, il sort tous les jours, il sort plus ou il sort plus que 5 minutes. Avant, il sortait 5 dans la journée. C'est tous ces petits points à dire, ok, maintenant, il n'y a plus vraiment de qualité de vie. Malheureusement, souvent, on se retrouve plutôt à les endormir parce qu'on se dit, ok, il n'y a plus de qualité de vie, on a meilleur temps d'arrêter là que ce qui part tout seul. Ça arrive, mais malheureusement, c'est rare. Et c'est pas toujours facile de mettre la limite, hein. Ça, c'est clair. Et ouais, j'ai pas de formule magique. Pour nous, vétérinaires, c'est dur parce que on le voit là, sur la table. Des fois, avec le stress, ça va un peu mieux, des fois pas. Mais comment on peut dire, OK, à la maison, il n'y a pas de qualité de vie. Ça, c'est plus le propriétaire qui arrive à le dire. Et des fois, il y a le propriétaire qui aimerait que nous, on prenne la décision. Alors, des fois, oui, il n'arrive plus à se lever. Enfin, je veux dire, là, voilà. Mais des fois, c'est pas forcément facile. Et puis, c'est qu'on essaie de vous donner toutes les clés en main pour que vous preniez la décision aussi pour vous regretter rien du tout, hein. Ça, c'est clair. Caroline, SDM acronyme de quoi? Je ne sais pas. Non, je l'ai plus en tête. Mais en fait, on l'utilise jamais. Le laboratoire nous veut toujours comme SDMA, donc j'ai plus en tête. Sylviane, quelle est la différence entre le Semintra et le Fortecor? Alors, c'est le même groupe de médicaments. C'est toute une cascade. Comment il agit, c'est dans le sens que c'est une petite différence cette cascade, mais le principe est le même. La grosse différence, c'est que le Semintra, c'est liquide et le Fortecor, c'est comprimé. Suivant les chats, chez qu'on a de la peine à donner les comprimés, on peut donner le Semintra. Il y a aussi un peu une différence de prix, j'ai pas en tête ça. Le Semintra revient un petit peu plus cher que le Fortecor. Ça change pas énormément, mais sur le long terme, peut-être que si on doit lui donner 2 ans, ça peut jouer un rôle, mais c'est plutôt le côté pratique. Tac, tac. Combien de temps le chat stade 3 peut-il vivre au maximum? Impossible de répondre à cette question, Flore, malheureusement. Comme je dis, il y a des chats qui évoluent vite. Donc, le stade 3, si les stade 3 tout le temps stable, peut-être que ça va être des mois, des années. Et puis, peut-être si les stade 3, puis qui monte, peut-être que ça va être quelques semaines, quelques mois. C'est difficile à dire. Et puis, la même chose, est-ce qu'il est il y en a qui ont des valeurs qui tolèrent très bien, hautes, et puis il n'y en a pas. Donc, il y en a stade 3, ils sont au fond du trou, ils ne bougent plus, ils vomissent tout le temps. Puis, il y en a qui sont stade 4 carabinés, stade 4, c'est 440 créatinine par exemple. Puis il y en a qui sont à 600, 700, puis qui vont bien. Donc, j'arrive pas à répondre à cette question, malheureusement. Et puis, c'est comme les tumeurs, les cancers, il y en a, on dit, OK, en moyenne, ils ont une année à vivre, puis il y en a qui vivent 3, 4, 5 ans, et puis
et puis on a un dynone à vivre en moyenne, et puis 2 mois après, ils sont plus là. Donc, je peux pas dire un stade 3, c'est moment. On peut avoir des stades 3 qui vont vivre plus longtemps que des stades 2, parce qu'ils évoluent plus lentement. Oui. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions? On a presque fait 1h30. Je vois que le sujet était intéressant. J'espère. Je vais peut-être juste repasser comme ça. Hop. Je sais pas, ceux qui ont déjà assisté à ces petits cours, vous avez vu que c'était un cours peut-être un peu plus complet que les autres qu'on a vus. En quittant, il y a un petit questionnaire. Vous pouvez mettre 1 étoile, 5 étoiles, je ne sais plus combien, enfin comment ça se passe exactement. Et puis, vous pouvez mettre des remarques. Donc, c'est volontiers. Euh, et puis, mettez volontiers une remarque si est-ce que vous trouvez que pour une formation comme ça, presque 1h25, est-ce que vous trouvez que c'est juste un prix de 15 francs? Moi, je prends l'exemple par rapport à une consultation où vous voyez tout ce qu'on peut dire sur l'insuffisance rénale. Euh, dans une demi-heure de consultation comme ça, ça va être très difficile de vous expliquer tout ça. Après, il y a des gens qui vont comprendre plus ou moins bien aussi. Enfin, je veux dire, faut un peu s'adapter. Puis moi, c'est aussi dans le but de dire, ok, on prend le temps d'expliquer plus en détail. Alors, j'espère que vous n'avez pas tous vos animaux ont une insuffisance rénale, mais c'est vrai que ça m'intéresse d'avoir votre point de vue par rapport à ça aussi. Je ne sais pas s'il y a encore des questions. Il n'y a pas l'air. Parfait. Mais écoutez, merci d'avoir suivi. J'espère que ça vous a plu et puis que votre animal n'aura jamais d'insuffisance rénale, ou que s'il en a une, il soit stable le plus longtemps possible. Et puis, n'hésitez pas avec vos remarques dans les points. Ah non, dernier point. Je l'ai dit au début, peut-être encore tout le monde n'était pas là. Il y a un petit résumé que vous pouvez télécharger. Si vous êtes, il vous faut aller en haut à droite de votre écran, tout en haut dans le coin. Alors, chez vous, je crois aussi, c'est marqué tableau de l'événement. Moi, il y a un petit cercle qui est marqué KD. Je pense que c'est la même chose chez vous. Vous cliquez dessus et il y a un onglet qui vient s'afficher info sur le webinaire, puis un autre onglet fichier partagé. Là, il y a un petit PDF qui explique, alors c'est pas aussi complet, mais qui prend les points importants, effectivement. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez télécharger. Ah oui, super, merci. Donc, à voir, vous le trouvez. Comme ça, c'est un petit... Je vais arriver, un petit résumé. Juste voir ce que Flore... Je vois qu'il y en a qui écrivent, mais les questions n'arrivent pas. Dernière question, vaut-il mieux le forcer à prendre l'éclateur de phosphore? Je sais pas, Flore. Dans le sens que si on le force, il faut qu'il mange quand même. Alors, si en le forçant et puis il ne vient plus manger ou ça devient la guerre, non. Et puis si vous lui donnez pas et que son phosphore est haut, mais il garde de l'appétit, il garde de l'énergie, alors je dirais merde, pas donner. Mais si vous donnez pas que son phosphore vient haut, il mange encore moins, ça va être problématique. Là, ouais, c'est effectivement. Alors je vais peut-être juste arrêter l'enregistrement.